Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. On entend parfois dire que la bienveillance est une faiblesse, et dans le fond c'est pas faux. En employant notre temps, nos moyens, notre énergie non pas à notre service mais à celui des autres, de fait nous nous désavantageons. Faudrait-il pour autant nous en abstenir? Bien sûr que non. Mais ça, il suffit pas de l'affirmer. Il nous faut expliquer pourquoi. On va voir ça ensemble après le générique. Précédemment dans Théorie du bonheur. J'appelle bienfait une action désintéressée, c'est-à-dire une action qui ne sert non pas notre propre intérêt, mais celui des autres. Pour qu'un bienfait en soit un, on ne doit pas en attendre de contrepartie. La bienveillance, c'est notre intention libre et sincère d'accomplir des bienfaits. Je n'ai pas dit que la bienveillance résidait dans les bienfaits, mais dans notre intention de les réaliser. C'est l'intention qui compte. Être bienveillant juste parce qu'on nous a dit de l'être ou parce qu'instinctivement l'empathie nous y pousse, c'est pas satisfaisant, on n'est pas des bêtes. Nous devons chercher une justification rationnelle à notre bienveillance, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'elle représente pour nous et comment bien l'exercer. Je vais donc en proposer une, mais vous commencez à me connaître. Je vais d'abord dézinguer les mauvaises approches du sujet. On peut avoir l'impression d'être récompensé pour nos bienfaits ou puni pour nos méfaits, parfois même instantanément. Certains y voient un phénomène surnaturel, comme le karma, voire une récompense ou un châtiment divin. Cette croyance motive beaucoup de gens à être bienveillants d'ailleurs. Ils espèrent ainsi s'en trouver dédommagés et ne pas être punis. Mais cette justification n'est pas satisfaisante, voire elle est même un peu hypocrite. D'une part, on n'a strictement aucune raison objective de croire en l'existence du karma ou d'un jugement divin. Surtout si on considère qu'il existe des gens particulièrement malveillants qui ne s'en trouvent jamais punis, tandis que le sort s'acharne parfois sur des gens bienveillants. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on voudrait croire en une justice divine, parce que la vie serait alors moins injuste. Et là, c'est notre biais de préférence qui parle. L'univers n'a aucune raison d'être juste. Puis même, juste selon qui? La justice, c'est une notion purement subjective, ça n'a aucun sens de parler d'un univers juste. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. D'autre part, la notion de récompense est, comme on l'a vu à l'épisode précédent, incompatible avec la définition même de la bienveillance. Puisqu'ils s'attendent à être dédommagés, alors ces gens-là achètent en réalité une faveur karmique ou divine supposée en échange de leurs actions. Ils ne font alors pas preuve de bienveillance, ils effectuent une transaction. Un jour où je bossais en entreprise, j'allais voir le service informatique de ma boîte pour leur demander d'activer mes codes d'accès à une base de données. Au moment où j'entre dans leur local, un de nos directeurs commerciaux, qui était un connard fini, me bouscule pour passer devant moi et aboie au mec du service info de lui activer ses accès sur la même base de données. Le mec du service info lui répond « Ok, je pourrais faire ça d'ici fin de semaine prochaine ». Le directeur commercial râle comme quoi c'est beaucoup trop long, mais finit par se casser. Je dis alors au mec du service info « Bah du coup je venais pour la même chose, donc j'imagine que ce sera pour fin de semaine prochaine également ». Et le mec me répond « Arthur, voyons, les délais ça dépend de comment on demande ». Voilà, tes accès sont activés. Notre bienveillance suscite généralement une réciprocité directe de la part de ceux à qui on l'adresse. Et à l'inverse, si on est odieux avec les gens sont odieux avec nous. C'est normal, et c'est une première raison pour laquelle il nous semble être récompensé pour nos bienfaits ou puni pour nos méfaits. Pour le coup d'ailleurs, c'est pas juste une impression, et ça peut nous inciter à la bienveillance. Mais ça n'a rien à voir avec une prétendue manifestation karmique ou divine. Bon, mais pour tout ce qui ne relève pas de la réciprocité directe alors, eh bien il ne s'arrête pas de pleuvoir pour nous récompenser d'avoir donné une pièce à un mendiant. Autrement, il ne s'arrêterait de pleuvoir que sur nous et pas sur les autres. Si nous croyons être récompensés ou punis pour nos actions par des circonstances qui n'ont rien à voir avec elles, c'est aussi parce que statistiquement, on est toujours confronté à de très nombreuses circonstances, certaines favorables, d'autres défavorables. Donc on peut toujours s'imaginer que telle ou telle circonstance récompense ou punit telle ou telle action. Nous aimons penser ainsi par vanité, par besoin inconscient de croire que quelqu'un nous observe et nous juge, ou que nous avons plus de contrôle sur ces circonstances qu'en vrai. Mais là encore, on est dans le biais de préférence. Préférence plutôt tordue d'ailleurs, perso ça me fait pas rêver d'être surveillé H24. En tout cas, et jusqu'à preuve du contraire, ces circonstances ne sont que des coïncidences, auxquelles nous accordons bien plus de signification qu'elles en ont réellement. J'appelle bienveillance collective, au sein d'une société, la somme des bienveillances individuelles des personnes qui la composent. Alors on est d'accord, c'est une définition purement abstraite, il ne serait pas possible de mesurer ni de calculer la bienveillance collective. Qu'à cela ne tienne, je vais quand même m'en servir et dire qu'il vaut mieux vivre dans une société où la bienveillance collective est forte
plutôt que dans une société où la bienveillance collective est faible. Pour vous en convaincre, dites-vous qu'une société où la bienveillance collective est faible, ça ressemble à ce qu'on peut trouver en ligne ou sur la route. Imaginez maintenant qu'on soit pareil dans toutes nos interactions, même en personne. Putain, vous me faites chier! Ils font chier tous ces cons là! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain! Putain de clébard! Quoi la mioque? Voilà, c'est quand même bien plus agréable pour tout le monde de vivre dans une société où la bienveillance collective est forte. La bienveillance collective étant la somme des bienveillances individuelles, le moyen le plus simple de l'augmenter, c'est d'y contribuer soi-même, en étant personnellement bienveillant. Et il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que les humains ont tendance à s'inspirer des comportements qu'ils observent autour d'eux. Donc en étant personnellement bienveillant, en montrant l'exemple, on incite les autres à l'être également, ce qui contribue d'autant plus à la bienveillance collective. Alors on pourrait me dire, ouais, mais je vois pas pourquoi ce serait à moi de contribuer à la bienveillance collective si les autres le font pas. C'est pas juste. Sauf que cette objection n'a aucun sens. Déjà, je le répète, si on attend une contrepartie pour nos bienfaits, alors ce ne sont plus des bienfaits, mais une transaction. Et ensuite, comment pourrait-on assurer une bienveillance égale de la part de tous les membres d'une société? Bah oui, parce que la bienveillance, on la mesure comment au juste? Alors ok, on peut toujours assigner une valeur monétaire aux biens et services que nous offrons à l'occasion de nos bienfaits. Mais ça ne mesurerait pas la bienveillance, puisque comme on l'a vu, cette dernière réside dans notre intention de faire des bienfaits, et non dans les bienfaits en eux-mêmes. Et puis même, c'est pas la même chose de donner 100 € pour un milliardaire que pour une personne dans le besoin. Tout comme c'est pas la même chose de recevoir 100 € pour un milliardaire que pour une personne dans le besoin. Du côté du bienfaiteur, il faudrait prendre en compte ses moyens, mais aussi tout un tas d'autres facteurs difficilement mesurables, comme sa démarche, sa rapidité, son attitude. Ah oui, parce que par exemple, imaginez que je vous donne 100 €, mais à partir d'aujourd'hui, je vous rappellerai tous les jours que je vous les ai donnés. Ce pognon, je vous garantis qu'en moins d'une semaine, vous allez vouloir me le renvoyer dans la tronche. Ou dans un autre registre, là on sort des cadeaux de Noël. Si vous avez offert, disons, une machine à raclette à une personne intolérante au lactose, c'est pas la même bienveillance que si vous l'aviez offerte à quelqu'un qui adore en manger. Donc du côté de celui qui reçoit la bienveillance aussi, il faudrait prendre en compte son besoin, l'effet qu'elle a pour lui, sa volonté, et plein d'autres trucs pas quantifiables. Bref, la bienveillance ne se mesure tout simplement pas. Elle s'exerce sans compter, aussi efficacement qu'on le peut et qu'on le veut. Il y a quand même un autre avantage au bienfait, c'est qu'il crée des liens entre ceux qui les prodiguent et ceux qui les reçoivent. Et les relations qui se développent à l'occasion de notre bienveillance nous sont souvent favorables. Par contre, attention, développer nos relations ne doit pas être le but de nos bienfaits, sinon on en revient encore à de la transaction. C'est pas forcément un mal en soi, hein, mais si on est gentil avec une personne pour gagner son amitié, alors notre démarche n'est plus désintéressée. Pour autant, si notre but premier est le bienfait en lui-même, alors l'amitié peut tout à fait en être une conséquence, sans que ça ne le disqualifie. Je connais deux amis qui se sont rencontrés au collège. Un jour où le premier se faisait taper dans la cour, le second s'est interposé entre lui et ses harceleurs. Après quoi, ils se sont liés d'amitié. Mais celui qui a défendu l'autre ne s'est pas dit sur le moment « Tiens, super, je vais aller le défendre, comme ça ce sera mon ami ». Il a agi par bienveillance, et la relation qu'il y a gagnée en a été la conséquence, et non le but. D'ailleurs, petite remarque à propos de l'amitié, c'est qu'elle incite notre bienveillance envers nos amis. C'est un beau signe d'amitié quand on se met à préférer à notre bien-être celui de notre ami. Ça montre qu'on y attache plus d'importance, à tel point qu'en étant bienveillant avec notre ami, c'est comme si on était bienveillant avec nous-mêmes. Je ferme la parenthèse, l'amitié on y reviendra en détail dans un prochain chapitre. En écrivant cet épisode, j'ai réalisé que je devais beaucoup rappeler que la vraie bienveillance, c'est celle qu'on souhaite pour aucune autre raison qu'elle-même. La bienveillance n'a pas besoin de récompense parce qu'elle est sa propre récompense. Elle est satisfaisante en elle-même en nous conférant la connaissance d'avoir consciemment contribué au bien-être de nos contemporains. Et il nous est possible de l'exercer en toutes circonstances. La bienveillance est donc un truc conscient, indépendant des circonstances et satisfaisant, au même titre que le bonheur auquel, par conséquent, elle contribue. Cela étant dit, il nous reste à voir comment exercer la bienveillance de telle sorte qu'elle soit efficace et satisfaisante. On va d'ailleurs voir qu'il est possible d'être trop bienveillant, et qu'il faut y faire attention. Mais j'en dis pas plus pour pas spoiler, on en parlera au prochain épisode. 22e épisode terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le délicieux pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos, à laisser un commentaire ou à partager cet épisode. Petite nouveauté, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je tâche d'être actif sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et TikTok. Je suis d'ailleurs très agréablement surpris par TikTok. Je vous ai mis les liens à l'écran, donc quel que soit le réseau, n'hésitez pas à vous connecter et à venir discuter, vous êtes les très bienvenus. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.